Bonne année 2026 et nos meilleurs vœux au niveau de JDD qui souhaitent le meilleur pour tout le monde et surtout tous ceux qui sont au rendez-vous justement du dimanche pour suivre votre émission préférée, le JDD, le jury du dimanche, qui a le plaisir de recevoir en ce 4 janvier 2026 un expert, il faut le dire comme ça, une figure très habituée justement des arcanes et des couloirs de pouvoir, mais lui-même étant une éminence grise dans le secteur justement de la finance. Il s'appelle Mamadou Wuri Diallo. Mamadou, bonjour. Oui. Bonjour Mamadou. Tout le plaisir est pour nous de vous recevoir parce que la conjoncture et les préoccupations sont très vives en ce moment et ça tourne autour justement de la question des liquidités, de la finance de façon générale, mais en même temps aussi des enjeux financiers à l'échelle mondiale qui, vous le savez mieux que nous tous, ont leur répercussion justement sur le quotidien des Sénégalais, le quotidien des citoyens du monde entier. Et en même temps aussi, peut-être, ça impacte également les orientations politiques des gouvernants. Donc, de tout ça, nous allons en parler, mais permettez-moi simplement de présenter assez brièvement M. Diallo, qui est donc un pur produit de l'école sénégalaise, lycée à Dakar, je pense à Thiès, au lycée El Hadj Malick Sy. Ensuite, l'université de Dakar, où il a été donc diplômé en maîtrise. Et puis ensuite, il a fait le concours de l'ENA et il y est entré pour en sortir inspecteur du Trésor. Et après, comme vous le devinez, c'est donc voilà, une carrière prometteuse qui s'ouvre pour lui au ministère de l'économie et des finances, où il a arpenté tous les couloirs, mais en même temps aussi, il a gravi tous les échelons pour devenir directeur de la dette et des investissements, et puis conseiller du ministre de l'économie et des finances aussi. Mais il ne s'est pas arrêté là. Et je crois que l'horizon s'élargissant, il s'est présenté également au niveau de la Banque islamique de développement, qu'il avait accueilli pendant une demi-douzaine d'années. Il est resté donc banquier au niveau de Jeddah. Et à partir de Jeddah aussi, je crois que voilà, son ouverture d'esprit, mais en même temps aussi peut-être bon, sa compétence et son talent de gestion peut-être des finances publiques à une échelle internationale, lui a ouvert les horizons au niveau de la Banque mondiale à Washington. Donc, il a migré de Jeddah à Washington pour rester pendant plus de 13 ans fonctionnaire international au niveau de la Banque mondiale avec un regard prospectif sur l'ensemble des pays qui sont dans des gouvernances un peu sensibles, un peu difficiles, où le flux financier sans doute posait quelques équations, mais Lamine Mamadou Wuri Diallo a une connaissance intime donc de ces conjonctures, de ces situations délicates. Eh bien, c'est cet invité que nous avons aujourd'hui avec nous, bardé de connaissances, d'expérience, mais aussi peut-être bon, de diplômes, mais il joue toujours la posture de la modestie. Et nous aimerions peut-être qu'il s'adresse à vous en guise de salutation et aussi probablement de vous présenter justement ses vœux pour 2026. Mamadou, vous avez la parole. Merci Mamadou, merci pour l'invitation à votre émission très importante sur l'échiquier national. Je vous remercie pour votre générosité dans les présentations et saisis l'occasion de la nouvelle année pour vous présenter mes vœux, pour les représenter à nouveau. Merci. Et présenter les mêmes vœux de bonne et heureuse année à vos téléspectateurs et auditeurs. Merci. Alors, on va commencer peut-être par une question d'introduction, Mamadou. C'est le monde d'aujourd'hui en 2025, du point de vue des enjeux économiques et financiers. Y a-t-il une façon plus simple, pour parler peut-être d'un langage trivial, y a-t-il une façon plus simple de comprendre ce qui se passe et ce qui se déroule sous nos yeux? Merci. C'est une question d'ouverture extrêmement difficile parce que nous sommes dans un monde qui est en profonde mutation. Et ce qui le caractérise, c'est l'incertitude. Nous sommes au niveau géopolitique, il y a beaucoup de dynamiques qui ont cours. On quitte un monde, j'allais dire, hérité de la guerre froide, avec un dispositif global dans lequel les États-Unis jouaient un rôle dominant. Depuis quelques années, pendant que nous parlons, il y a une sorte de réordonnancement de l'ordre mondial sur lequel personne n'est en mesure aujourd'hui de dire quelle direction le monde emprunte, parce que ça se joue. Et l'émergence de la Chine, ce qui se passe aux États-Unis depuis quelques années,
l'Europe dans ses faiblesses et ses vulnérabilités, l'Afrique dans son potentiel, mais dans aussi ses faiblesses. Tout se joue et je pense que nous sommes à un moment pivot. On est à la veille peut-être d'un changement de la base, parce que je pense qu'il y a déjà, à mon avis, on va vers une multipolarité. On n'est plus dans la bipolarité dont on a hérité. Et cette multipolarité est potentiellement porteuse d'opportunités, vu en tout cas d'Afrique, c'est ce que tous les experts disent, mais elle est aussi porteuse de risques sur lesquels je pense qu'on n'a pas encore fait assez de réflexion. Et tout se joue en ce moment-là. L'ordre mondial est en évolution et on est à la veille d'un basculement, à mon avis, vers l'Asie du Sud. Et les autres parties du monde vont devoir probablement s'ajuster, y compris nos régions, notre région, dans ce que ça ouvre comme possibilité, de même que dans ce que ça fait voir de menaces, de risques, si nous ne nous prenons pas en charge de manière responsable. Alors, certains analystes considèrent qu'il y a un déplacement de l'axe de l'Occident vers l'Est au plan géostratégique, avec deux facteurs qui montrent la puissance justement de cette partie de l'Est. C'est d'abord la démographie, elle est vitale, mais aussi c'est les nouvelles technologies qui apparaissent sous un jour nouveau. Si bien donc, avec le déplacement de l'axe, c'est aussi un déplacement de la puissance qui est en train de s'organiser. Donc, dans l'ordre dont vous parliez tout à l'heure, peut-être maintenant c'est les nouveaux acteurs de cet Est qui vont imposer leur rythme, mais en même temps aussi leur tempo. Partagez-vous cette lecture? Oui, tout à fait. Je pense que c'est en ligne avec ce que j'essaie de présenter dans ce que j'ai déjà dit. Il y a des signes, je veux dire, qui ne trompent pas. Je pense que la guerre commerciale qui se joue depuis l'arrivée du président Trump dans son deuxième mandat montre clairement que l'axe est en train de shifter dans une direction. Et au-delà même, si on ne regarde que la Chine, qui est, quoi qu'on dise, dans une position très forte sur l'échiquier mondial actuellement, et que la guerre commerciale vis-à-vis de la Chine et des autres parties du monde, parce que le président Trump n'épargne pratiquement aucun pays, c'est révélateur de l'émergence de la Chine et d'autres pays émergents. Au même moment, quand on voit les difficultés qu'il y a en Europe et d'autres parties du monde, bon, je pense que ce que ça tend à indiquer, c'est que cette multipolarité va faire émerger des parties non traditionnelles de notre environnement global, le monde occidental globalement. Sa domination ces derniers siècles est dans une dynamique un peu de déclin, ou en tout cas de perte de puissance, ou en tout cas d'influence. Et on le vit tous les jours, et ça, on peut même le sentir ou l'observer. La manière dont ça se décline sur le continent, donc, quand on revisite les rapports que l'Afrique entretient avec l'Europe, nos pays avec certains pays qui les ont colonisés, et notre pays avec l'Orient. Quand on parle de la Chine avec les projets globaux qui sont en train de reconfigurer le monde, je pense que c'est des choses qui n'échappent à personne maintenant. La dynamique est difficilement prévisible, mais en tout cas, il y a des choses sur lesquelles, qui sont tangibles, qui indiquent qu'on est dans un monde nouveau qui est en train de s'organiser, de se mettre en place. Et ça se joue pendant que nous parlons. Maintenant, dans ce monde nouveau qui est en train donc de s'affirmer, le visage n'est pas encore très net, mais quand même, on a des prémices effectivement de cette configuration. Si tout le monde est acteur, notre continent, nous, on est quoi? On est spectateur? Historiquement, je pense qu'on a longtemps été des objets. On a subi des dynamiques et des rapports de force au niveau global. Bon, je saute sur l'histoire, de manière, la longue histoire, mais depuis que nos pays existent en tant que pays indépendants, dans le concert des nations, bon, nous avons eu des trajectoires
difficiles qui ne nous ont pas permis de nous affranchir suffisamment d'un ordre sur lequel nous n'avons pas beaucoup de voix et de prise. Des efforts sont faits. On a eu beaucoup de difficultés sur le plan historique, en parlant un peu de la période post-indépendance et les 65 ou 70 dernières années, si on raisonne large. Des efforts ont été faits, mais l'ordre mondial ne nous a pas été tellement favorable. Okay. Nous avons plus ou moins subi. Beaucoup d'efforts ont été faits, mais depuis quelques années, on a eu des épisodes de forte croissance, de croissance soutenue. Bon, je pense qu'au début des années 2010, des années 2000 de manière plus large, l'Afrique a montré quand même qu'il y avait un potentiel et des possibilités de croissance. Là où nous sommes, je pense que nous avons, je ne veux pas dire que c'est la meilleure période pour nous, historiquement, mais il y a des possibilités, un potentiel sur lequel il est possible de travailler. Parce que bon, la démographie, qui est déjà un des aspects importants sur lequel beaucoup de nos partenaires parlent, parce qu'ils voient comment ça va jouer dans la durée. Les ressources naturelles qu'il y a au niveau du continent et qui nous positionnent fortement au niveau global. Des ressources humaines, je pense qu'ici, elles sont de manière adroite, préparées, équipées, peuvent faire la différence. Donc, nous avons un potentiel, j'allais dire, avec lequel on doit travailler, qui devrait permettre de changer la donne et d'occuper une place peut-être beaucoup plus importante dans la durée. Mais jusqu'ici, il y a beaucoup, malheureusement, de fragilité sur le continent, au niveau individuel, au niveau global. Les autres ont plus conscience de notre potentiel et de nos possibilités que nous-mêmes. Ce qui fait que chacun nous courtise, chacun nous appelle. Chaque région du monde ou chaque puissance mondiale veut avoir un sommet avec l'Afrique pour voir ce qu'il peut négocier, comment se positionner en étant le plus proche de nous pour voir ce que ça peut rapporter dans la durée. Et c'est des indications un peu de ce que nous avons, des opportunités et des possibilités. Très bien. JDD donc reçoit Mamadou Wuri Diallo, inspecteur du Trésor et ancien fonctionnaire international de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Monsieur Diallo, en 1944, il y avait aussi une autre préoccupation, il y avait d'autres fragilités. On sortait de la guerre 39-45 et très probablement aussi les prospectivistes d'alors ont commencé à se dire comment le monde d'après va se reconfigurer. Et ils ont créé deux institutions que vous connaissez très bien pour les avoir intégrées, c'est-à-dire le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. C'était des objectifs qui étaient assignés à ces deux institutions-là en 1944. Mais nous sommes en 2025. Toute cette période qu'on a traversée là, elle se résume en quoi en termes d'efficience de ces deux institutions, objectifs assignés à ces deux institutions, mais en même temps aussi réalisation de ces deux institutions-là. Est-ce que, en peu de mots, parce que vous avez aussi peut-être la tête de ce point de vue-là, vous pouvez résumer simplement l'itinéraire et la trajectoire de ces deux institutions-là pour en arriver à une compréhension plus contemporaine de ce que nous vivons aujourd'hui? Merci. Je pense que la création du Fonds monétaire de la Banque mondiale, ce n'était même pas l'œuvre de prospectivistes, comme vous dites. C'était une nécessité après la Deuxième Guerre mondiale, après la crise, la dépression et la crise de 1929, la crise économique de 1929, la guerre, les dégâts de la guerre. Il y a un ordre, un nouvel ordre mondial qui s'est imposé du fait de la guerre. Avant même la fin de la guerre, parce qu'en 1944, la guerre n'était pas encore terminée, l'Angleterre, les États-Unis, les pays alliés, vainqueurs, qui étaient les pays de l'Axe, avaient éprouvé le besoin de voir comment, après les dégâts qu'il y a eu, les difficultés auxquelles le monde était confronté, les compétitions entre pays, le désordre plus ou moins ambiant qui a été coûteux en termes de prospérité, comment créer un nouvel ordre où il y a des règles, des normes et des mécanismes en place dans un dispositif coopératif de vainqueurs. Un monde un peu assaini. Un monde assaini et négocié entre les 44 pays qui étaient à la conférence de Bretton Woods pour organiser cela. Le Fonds monétaire est apparu comme étant une nécessité pour que la prospérité, la coopération,
la croissance, le commerce puissent se développer, organiser cela. Et c'est là que les États-Unis et l'Angleterre, comme étant des acteurs majeurs, d'éminents économistes qui étaient à la tête des équipes de ces pays, ont pensé le Fonds monétaire après plusieurs semaines, plusieurs mois même de négociations. Et c'est ce qui a donné le Fonds monétaire, qui à l'origine n'est pas une institution de développement, contrairement à la Banque mondiale, Oui. pour Un peu stabiliser. aider à stabiliser, Oui. fixer des règles, Oui. notamment sur le plan des échanges, des taux de change. À l'époque, j'allais dire, l'étalon, c'était l'or, Oui. et le dollar était dominant. Il fallait créer un dispositif dans lequel tous les pays accepteraient de se discipliner pour qu'il n'y ait pas de dévaluations compétitives, intempestives, non organisées, et que cette discipline, c'est le Fonds monétaire qui était chargé de la gérer, de l'organiser et d'assurer la surveillance. D'où le nom assez Ouais. de gendarme de la finance internationale à l'époque, donc qui est resté et qui jusqu'ici, je dois dire, est valide, parce qu'on l'observe et peut-être on en parlera dans la suite. D'accord. Donc, c'était en fait une nécessité après la guerre. Donc, cet ordre a été mis en place entre 40 et quelques pays, bon, puis qui étaient les pays de l'Axe, comme vous avez dit. Et ça a fonctionné. Mais ce n'était pas suffisant. Il a fallu créer une banque de développement, parce que les dégâts de la guerre, c'était aussi un souci. Les pays de l'Axe sont organisés pour qu'il y ait un financement pour la reconstruction. C'est pour ça que le premier nom de la Banque mondiale, c'est la Banque internationale pour la reconstruction. Et le développement. Et le développement. Voilà. C'était à l'époque, sous-entendu, l'Europe et le Japon. C'est qu'il fallait reconstruire. Donc, ce mandat reste, mais dans l'évolution, je dois dire que, de manière contrastée, pour ce qui est du Fonds monétaire, le mandat est resté et aussi valide à l'origine que maintenant. Que maintenant. Ça continue d'être le gendarme global pour faciliter les échanges, la stabilité et la coopération monétaire pour que la croissance, la stabilité dans le monde puisse être favorable à tous les pays. C'est ça le mandat d'origine. Maintenant, pour aller vite, Oui. dans la durée, le Fonds monétaire s'est adapté aux crises, a rempli sa mission dans beaucoup de crises que le monde a connues, la dette en Amérique latine. On va y arriver. Mais le fonds ne change pas, mais il s'adapte. Il s'adapte. Il a une capacité d'adaptation extraordinaire. Oui. On pourrait élaborer là-dessus. Par contre, la Banque mondiale, qui à l'origine n'était pas une institution qui avait vocation, j'allais dire, de développement global, a connu une trajectoire quand même un peu plus contrastée, je dois dire. Oui. Parce qu'à l'origine, puisque c'était pour des pays développés, ils devaient se reconstruire, ils ne pouvaient pas, en 1960, quand la vague des indépendances est arrivée et que beaucoup de pays à faible revenu sont arrivés comme membres, Oui. ils ne pouvaient pas emprunter à la banque parce qu'ils n'avaient pas accès au marché. Oui. C'était des économies faibles. Il a fallu, pour les accommoder, créer ce qu'on appelle l'Agence internationale de développement, Oui. qui est une sous-composante de la Banque mondiale qui est spécialisée dans le financement des pays en développement. Et cette institution a joué un rôle extraordinaire pour les pays en Autrement dit, la Banque mondiale a vu venir un peu cette nouvelle demande, cette nouvelle réalité Exactement. de pays qui sortent un peu de la nuit coloniale. Exactement. Et il y a eu un appui ou des appuis en financement concessionnel, Oui. des conditions douces que la banque originelle ne pouvait pas faire, parce que la banque originelle prend des ressources sur le marché des capitaux et puis on l'utilise pour les pays. Mais non, les pays à l'indépendance n'avaient pas ces moyens de s'endetter auprès des marchés. Donc c'est l'aide publique au développement via une agence qui reçoit des fonds individuels des donateurs de l'aide publique au développement qui se reconstitue toutes les 3 années et qui permet de même faire des subventions à certains pays qui n'ont pas de capacité de remboursement et des prêts à des conditions très concessionnelles pour les autres pendant une longue durée. Dans ce processus, certains pays ont changé leur rang
sont arrivés à un point où ils ont eu accès au marché. C'est la nouvelle étape dans laquelle nous sommes après les crises de dette qu'on a connues dans les années 80-90 et la période d'ajustement structurel. Aujourd'hui, pas aujourd'hui, depuis quelques années, le retour sur le marché qu'on observe, les eurobonds, c'est une réalité qui remonte vers la fin des années 2000, 2007, 2008. Mais avant cela, nos pays dépendaient. C'est peut-être la raison de beaucoup de difficultés que nous avons eues pendant la période d'ajustement structurel qui contraste avec la situation d'aujourd'hui. Les pays n'avaient pas accès à autre chose qu'à l'aide publique. Ils sont revenus sur le marché depuis 2007-2008 avec le premier pays en Afrique subsaharienne, c'était le Ghana. Et les eurobonds ont ouvert des possibilités et ils sont venus avec des risques. Alors, puisque vous jonglez avec tous ces instruments monétaires et financiers, eurobond, pour les Sénégalais lambda, c'est quoi eurobond? C'est des instruments de financement qui sont les plus courants quand on va sur le marché des capitaux, quand on emprunte auprès des banques. Sur le marché des capitaux, bon, l'eurobond, ça peut être, il peut être en euros, il peut être en dollars, il peut être dans les principales devises. Et c'est le mode de financement qui est disponible dans la plupart des pays des économies avancées, où les banques commerciales, les banques privées financent les gouvernements, financent des projets publics, financent même le secteur privé. C'est des obligations qui sont mises sur le marché pour aider les pays qui n'ont pas assez de ressources, parce que les revenus d'impôts et taxes ne suffisent pas, qui ont des programmes de développement dont ils n'ont pas les moyens, d'aller sur le marché, en plus de l'aide publique au développement qui est en train de décliner et de diminuer au fur et à mesure, pour pouvoir financer les projets de développement et leur développement de manière plus globale. Est-ce qu'il y a un ticket d'entrée pour maintenant évoluer dans les eurobonds? Est-ce qu'il y a un ticket d'entrée et peut-être aussi un profil de pays devant répondre effectivement à ces normes-là d'eurobonds? Oui, tout à fait. Il n'y a pas de ticket formel, mais bon, quand une économie atteint un certain niveau de maturité, de viabilité, et qu'il y a une qualité de gestion dans un pays, des perspectives de croissance favorables, ce sont les banques qui approchent les pays pour leur proposer de les financer. Alors, essayons peut-être de progresser en abordant un sujet que vous connaissez très bien, la dette, l'endettement. Puisque d'ailleurs, pour obtenir votre brevet à l'ENAM, vous avez dû justement plancher sur les questions d'endettement du Sénégal. Donc c'était une sorte de prémonition chez vous, ou de précocité, devrais-je dire. Mais dans le fond, tout le monde parle de la dette. Est-ce que tout le monde a raison de parler de la dette? Oui, tout le monde a besoin de parler de la dette parce que c'est le financement de l'État, le financement du développement, c'est une composante importante pour des pays de notre niveau de développement. Je pense que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, quand les revenus propres d'un pays ne lui permettent pas de se financer, il emprunte. Et quand il emprunte, il n'y a aucun mal. Et quand on emprunte au nom d'un pays, on est, on donne à tous ceux qui sont du pays, à tous ceux qui suivent le pays, de s'intéresser à la question. Parce qu'on emprunte pour faire des choses dans l'intérêt public. Et ce qui rembourse, c'est le public, c'est les impôts, c'est dans la durée, c'est des générations qui vont payer. Donc, c'est un acte public pour un pays de s'endetter, et de s'endetter de manière responsable. Alors maintenant, comment se prépare justement une opération d'endettement au niveau, je veux dire, institutionnel, au niveau de l'État, au niveau de la dette et des investissements? Donc, vous avez été justement le directeur de la DDI. Comment se prépare donc une opération d'endettement? Est-ce qu'il y a des prérequis? Est-ce qu'il y a une organisation interne pour y arriver? Bon, une opération d'endettement, c'est un peu dans le cycle budgétaire, dans le cycle de préparation du financement des opérations de l'État que ça se prépare. Il y a des services qui ont des portefeuilles de projets. Il y a des besoins financiers énoncés. Il y a une programmation à moyen terme ou même à plus long terme pour le développement du pays. Et les besoins de financement sont évalués et couverts en utilisant la ressource propre qu'on a, les impôts qui en général jusqu'ici sont relativement faibles dans leur proportion par rapport au PIB. On est au-dessous de 20% au Sénégal. En dehors des ressources propres, bon, il y a souvent des opérations qu'on peut faire
sur lesquels ce n'est pas nécessaire d'élaborer pour simplifier. Et on reçoit de l'aide publique au développement et des financements concessionnels que des bailleurs de fonds comme la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, la Banque islamique de développement, des bailleurs de fonds financent à des conditions favorables. Quand on a épuisé cette possibilité, parce que chacun des bailleurs a fait des allocations par pays, quand on a épuisé son plafond, il faut trouver d'autres ressources. Et quand on épuise les possibilités favorables, on a tendance à ne pas avoir d'autre choix que d'aller sur le marché si on est éligible. Si un pays, il y a des pays, il y a une quinzaine de pays en Afrique qui sont actifs sur le marché des eurobonds depuis une dizaine, une quinzaine d'années. Mais il y a plein d'autres, ils ne peuvent même pas taper à la porte parce que l'état de leurs économies, la qualité de la gestion qu'ils ont, leur perspective de développement ne rassure pas les marchés des capitaux. Le capital humain, il joue aussi un rôle, ou bien, enfin, les institutions prêteuses, est-ce qu'elles prennent de la considération par rapport au capital humain? Pas directement, mais sous l'angle de la qualité de la gestion de l'économie, de la gestion des États, de leur potentiel de croissance et leur stabilité et la confiance qu'elles inspirent pour qu'ils acceptent, j'allais dire, d'apporter le financement parce que bon, ils l'apportent dans un but de rentabilité. Okay. Donc, oui, donc M. Diallo, une chose est de préparer donc, son plan d'endettement, mais autre chose aussi est de soumettre ce plan d'endettement à des institutions de créance. Maintenant, une fois que le dossier est transmis, à l'échelle donc de cette institution-là, notamment peut-être la Banque mondiale ou le FMI, comment, puisque vous avez été à l'interne aussi dans ces deux institutions-là, comment également le dossier est réceptionné, mais en même temps aussi comment il est examiné pour peut-être voir maintenant les phasages? Bon, en général, c'est plus ou moins standard pour ce qui est des financements. Mais là, il faudrait peut-être préciser que, en fait, le Fonds monétaire n'est pas une institution de financement de développement. Il ne finance pas de projet. D'accord. Les interventions... Mais le Fonds lutte contre la pauvreté. Oui, indirectement. Et c'est une mission qui s'est ajoutée récemment, après le mal des interventions du Fonds monétaire. Ils se sont ajustés en quelque sorte. Ajustés et pour aussi changer leur image. L'image du Fonds monétaire qui était donc avec la phase des ajustements structurels des années 80-90 a laissé des marques profondes, surtout en Afrique. On reviendra sur ce point. Voilà. Donc, le Fonds donc, ne finance pas ce type d'intervention. Le Fonds intervient quand il y a une crise et puis bon, pour les problèmes de balance de paiement, statutairement. Mais ça a beaucoup évolué, comme vous y faites allusion. Mais pour les autres institutions de financement, les banques de développement, il y a des cycles de projets. De la phase où le pays demande un financement jusqu'à la phase où c'est approuvé par le conseil d'administration de l'institution et que les accords sont signés, c'est un cycle de projet qui est plus ou moins standard, partagé par tout le monde, parce qu'il y a des missions d'évaluation vers lesquelles il y a des missions d'identification, des missions d'évaluation au bout du process, pour finir avec un document de projet qui est soumis aux instances de décision de chacune des institutions pour approuver les financements qui sont donnés et ça conduit à la signature d'accords de prêts qui sont vérifiés et soumis aux États après signature et il y a des validations d'instances nationales pour confirmer que les prêts qui sont accordés sont autorisés par les lois du pays, par les instances compétentes du pays, et que c'est sur cette base-là qu'il y a tout ce cycle donc, qui se met en place. Donc, c'est plus ou moins une routine. Hein. Le plus difficile, c'est d'avoir les partenaires au développement d'un pays. En général, ils se distribuent les rôles quand ils sont avec un pays. Très bien. Certains veulent intervenir dans tel domaine plutôt que d'autres. Et le cycle se déroule tout seul, quoi, plus ou moins. Alors, vous dites que le fonds intervient en cas de crise. Mais n'aurait-il pas été mieux pour le fonds d'intervenir avant la crise, en alertant ou en anticipant sur peut-être les situations plus ou moins dysfonctionnées? C'est une très bonne question parce qu'en réalité, on se méprend beaucoup sur ces aspects-là. Tous les pays membres du Fonds monétaire, du plus puissant, les États-Unis jusqu'aux Seychelles peut-être, un des plus petits pays de notre région, tous ces pays sont soumis à une surveillance permanente. Chaque pays membre du Fonds monétaire, chaque année, reçoit une mission du Fonds monétaire pour évaluer la situation économique, voir les risques
pour le pays, les risques du pays, pour ses voisins et pour l'économie globale, dépendant de la taille des pays. Il y a des pays qui sont qu'on appelle systémiques, voilà, dont la vulnérabilité affecte le reste du monde. On a vécu certaines crises sur lesquelles vous êtes passé tout à l'heure. Donc, ça, c'est les articles ou ce qu'on appelle les articles of agreement, la constitution du Fonds monétaire, qui le fonde, prévoit ce qu'on appelle l'article 4. À l'article 4 de ces accords sur la base desquels les pays adhèrent, chaque année, les pays acceptent de se soumettre à cet exercice. Donc la prévention, c'est un peu cela, au niveau des individus des pays. L'autre mission du Fonds, au-delà des réalités individuelles, c'est des réalités régionales. Le Sénégal est soumis à cet exercice comme d'autres. La Banque centrale, compte tenu de son caractère régional, couvre beaucoup de pays, y est soumis chaque année, pour illustrer. Et que cette prévention, c'est un peu le mandat principal qui fait que régulièrement, il y a des rapports et des réunions qui se tiennent au niveau global pour évaluer l'état de l'économie mondiale, les risques avec les gouverneurs, les ministres des finances et des gouverneurs de banque centrale de toute la planète pour évaluer la situation. Des recommandations sont faites. Certains les suivent, d'autres ne les suivent pas. Les risques existants sont mis en évidence pour alerter les pays sur les dynamiques qui se développent. Il y a un rapport qui est central, ce qui s'appelle le World Economic Outlook, qui est très connu, qui fait l'état de l'économie mondiale 2 fois par an. Tout à fait. Donc, il y a des rapports même régionaux bien maintenant. rédigés, bien documentés. Tout à fait, extrêmement... mais maintenant, vous dites que les préventions du fonds et de la banque peut-être sont souvent articulées et que met tout le monde au même niveau justement d'interpellation. Sans doute. Mais j'ai comme l'impression que les pays occidentaux, les pays développés, de façon générale, ils ont même honte de s'adresser au Fonds monétaire et à la Banque mondiale. Du moins, ils ne l'affichent pas. Et parfois, même quand parmi eux, il y a peut-être des trublions qui essaient de dire, voilà, nous sommes dans telle situation, nécessairement, donc le Fonds doit intervenir ou bien en tout cas nous gifler. Tandis que les pays africains, mais à la limite, eux, c'est tambour battant qu'ils affichent leur intention d'aller au Fonds monétaire international. Et on a comme l'impression peut-être qu'ils sont heureux d'aller au Fonds, alors que les autres ont honte d'y aller. Qu'est-ce qui explique peut-être un peu cette géographie de variation peut-être dans l'attitude que les uns et les autres adoptent vis-à-vis des institutions de Washington? Oui, mais c'est une question très pertinente parce que là, on se méprend aussi, c'est des perceptions de l'extérieur et peut-être un manque de vue historique. Si à l'origine, il y avait 44 pays de l'Axe qui ont créé l'institution pour eux-mêmes et ont une coopérative dont la fonction c'était que quand un pays a des difficultés de balance de paiement, il s'adresse au Fonds monétaire, on lui permet de puiser dans la cagnotte le temps de se redresser. Les difficultés de balance de paiement devraient être de court terme ou de moyen terme. C'est ça le rôle du Fonds monétaire. Et vous serez surpris, et peut-être ce n'est pas une surprise, moi j'ai passé un moment en Grande-Bretagne, en Écosse, dans un séminaire, un cours de quelques semaines, et j'ai découvert que la Grande-Bretagne, dans une période qui n'est pas très lointaine, a dû faire appel au Fonds monétaire dans le moment d'une crise économique. On ne parle pas des années 40, mais c'est contemporain, c'est juste avant... C'était sous Thatcher ou bien... Avant Thatcher. Avant Thatcher, ok. Et les Edward Heath et autres. Je ne me rappelle plus du Premier ministre à l'époque, mais c'est assez documenté, c'est connu. C'est tellement rare que c'est une illustration de ce que le Fonds monétaire, c'est pour tous les pays qui ont des difficultés. Le Portugal, récemment, l'Ukraine, la Grèce, Argentine. Tous ces pays qui ont eu des difficultés, j'allais dire, ont fait appel au Fonds monétaire. La réalité pour ce qui concerne le continent est assez particulière. Et mérite peut-être qu'on prenne un peu plus qu'on soit plus attentif à l'histoire. Si le Fonds monétaire finance des difficultés de balance de paiement, la plupart des pays africains, et notamment surtout ceux francophones, avec le dispositif de garantie avec le franc CFA, c'est des pays dont les difficultés de balance de paiement sont chroniques. C'est tellement chronique que c'est structurel. Et compte tenu de ce que le contrôle sur les développements économiques dans ces pays souvent passe par la France, qui était garante du franc CFA, il y a presque une obligation pour surtout les pays de la zone franc
à avoir un programme avec le Fonds monétaire le plus longtemps possible, aussi fréquemment que possible. C'est une garantie dont la France a eu souvent besoin. C'est aussi une façon pour la France de se défausser sur le Fonds monétaire. Sur le Fonds monétaire, parce que surtout maintenant, bon, puisque la France ne peut plus avoir cette influence directe, oui. Ils encouragent. Et c'est pour ça que le Fonds monétaire devient un passage obligé pour la plupart des pays qui n'ont pas de ressources suffisantes pour avoir le blanc-seing du Fonds monétaire, pour que les autres partenaires qui ont de l'argent à donner dans le cadre de l'aide et ceux qui veulent investir en tant que banque sur le marché financier, ils aient une assurance que les pays vont se gérer d'une manière structurée, qu'il y a une surveillance rapprochée de ce qui se passe et qu'il y a une garantie qu'ils seront remboursés des dettes qu'ils accordent. Et au bout du bout, donc, le fonds, il a deux chiffons. Un chiffon rouge et un chiffon blanc. Il agit en fonction de la conjoncture et des circonstances. On peut le présenter comme ça, mais la réalité, c'est qu'aucun pays n'est obligé de s'adresser au Fonds monétaire. Personne, aucun pays n'est obligé. Le Fonds monétaire n'intervient qu'à la demande des pays. Il y a des pays pour lesquels il y a des consultations se font. Ils mettent en évidence les vulnérabilités, font des recommandations pour changer certaines politiques. Mais dans le cas du Sénégal, si nous revenons maintenant dans notre propre pays, dans le cas du Sénégal, à un moment donné, les nouvelles autorités semblaient dire peut-être que, compte tenu peut-être de leur attachement au souverainisme, ils voulaient se soustraire donc au dictat entre guillemets du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Mais plus tard, quand les choses se sont un peu corsées, on a vu que peut-être il y a eu un retournement de conjoncture qui a favorisé sans doute un retour vers le Fonds monétaire et la Banque mondiale. C'est un problème de compréhension peut-être du rôle du Fonds monétaire qui se joue là. Comme j'ai dit, aucun pays n'est obligé et les équipes du Fonds monétaire qui viennent dans les pays ne peuvent pas, dans les conditions actuelles en tout cas, ça a pu être le cas pour des raisons que j'ai essayé d'illustrer tout à l'heure, avant avoir un programme avec le Fonds monétaire dans les conditions où les pays n'avaient pas accès à l'aide publique au développement était indispensable. C'était le seul moyen de sortir des crises quand les pays n'avaient pas accès au marché, qui n'avaient pas d'autres ressources que l'aide publique au développement fournie par les pays de l'OCDE. C'est des subventions ou des aides à des conditions constitutionnelles données par des États. Le seul moyen de sortir des crises, des dettes qu'on a connues, c'est de s'adresser au Fonds monétaire, parce que si vous n'avez pas un programme avec le Fonds monétaire, vous n'avez pas un rééchelonnement de votre dette auprès du Club de Paris, et les autres qui doivent vous aider ne vous financent pas. C'est comme ça que c'était structuré. Maintenant, avec ce qu'on a évoqué tout à l'heure en ce qui concerne la disponibilité du financement ailleurs que de la dette publique au développement et auprès de sources commerciales sur les marchés, un pays peut choisir de ne pas parler au Fonds monétaire et trouver même des solutions, parce que vous serez surpris dans les statistiques, si elles étaient faites, le nombre de pays africains, surtout francophones, qui s'adressent au Fonds, comparé aux autres pays du monde, c'est disproportionnellement élevé en Afrique et dans les zones francs. Parce que justement, il y a cette subordination et cette vulnérabilité qui fait que les pays sont obligés de satisfaire les demandes des partenaires qui ne sont rassurés que quand un pays se gère mal, c'est ça qui est l'origine des difficultés, et que le fonds est obligé, est disponible. C'est son mandat, il est disponible, mais personne n'est obligé. Quand le programme est fait, justement, pour sortir d'une situation, les partenaires ont besoin d'avoir une assurance, une garantie que le redressement programmé et les plans de redressement énoncés ont eu l'évaluation des experts du Fonds monétaire, une validation pour dire que ce programme tient la route, le pays peut se retrouver sur ses jambes dans un horizon de 3-4 ans, c'est le moyen terme en général, et le programme, et en ce moment, les fonds que nous avons pourvus, on les libérera. Voilà. Mesdames et messieurs, vous suivez toujours JDD qui reçoit avec beaucoup de plaisir donc Mamadou Wuri Diallo, inspecteur du Trésor. Monsieur Diallo est ancien fonctionnaire aussi de la Banque mondiale. Monsieur Diallo, quand on parle chez nous, puisqu'on reste au Sénégal, de notre conjoncture, qui n'est pas très rose, mais on a parlé souvent de la dette cachée. Est-ce que c'est glorieux de la part du Fonds monétaire et de la Banque mondiale que d'entendre dire qu'ils ont laissé passer des dettes cachées? Et quelle est la signification réelle, si véritablement il y a un sens donné effectivement à la dette cachée, quelle est la signification réelle d'une dette cachée? Peut-elle être d'ailleurs cachée?
Oui, je pense que l'expérience des dernières années en Afrique et ailleurs montre qu'on peut cacher la dette. Et dans le cas du Sénégal, on a caché la dette, littéralement, avec intention. Littéralement, avec intention. Ah oui, oui, avec intention, okay. Ça c'est clair. Si vous lisez les rapports, en tout cas, le rapport que je juge être le plus pertinent en la matière, oui. C'est le rapport de la Cour des comptes. Je n'ai pas vu le rapport de l'IGF, mais il est clairement établi qu'il y avait une intention très claire de se soustraire un peu à la surveillance du Fonds monétaire qui, malheureusement, n'a pas été suffisamment vigilante sur le plan technique. C'est une faute, je dois dire. Imputable à qui? Imputable à ses services, parce que, bon, vous savez, quand vous avez un programme avec le Fonds monétaire négocié, oui. Vous avez des objectifs quantitatifs et des critères que vous devez remplir et qui sont évalués périodiquement, tous les semestres, en tout cas des durées périodiques, pour vérifier que vous avez atteint les objectifs, que vous avez fait les réformes et que sur le plan quantitatif, vous êtes dans les paramètres qui ont été préalablement négociés. Et la dette, les milliards de dollars dont on a parlé, équivalent à quelque chose comme presque le quart du PIB de notre pays, oui. Ce n'est pas de petits montants, ce n'est pas excusable. Donc, le Fonds monétaire lui-même n'est pas infaillible? Ah non, pas du tout. Et à la limite même, il y a donc une faille. Oui, mais je pense que c'est même reconnu au niveau du Fonds monétaire. Actuellement, si j'en juge par ce que j'ai lu et les discussions que j'ai eues en aparté à l'occasion, il y a des audits internes pour comprendre comment cela a pu se passer. Parce qu'il y a des données qui sont fournies, même si un pays ne fournit pas les données fiables, oui. Les équipes qui viennent visiter le pays ont des moyens, par recoupement, oui. 7 milliards de dollars sur une durée dans une économie. Si les équipes du fonds ne sont pas en mesure, j'allais dire, de savoir que c'est dans l'économie, ça veut dire que quelque part, ils n'ont pas fait leur boulot. Mais quelque part aussi, peut-être, bon, ils avaient en face d'eux des gens doués pour peut-être bon, le camouflage. Il y a certainement cela, parce que c'est même pas des... Je ne dirais pas que c'était des gens doués. Je pense que, si je dois être honnête avec vous et vous dire ce que je pense qu'on était dans la violation flagrante de toutes les règles qui régissent les finances publiques dans notre pays. Aussi bien au moment où les fonds, les engagements financiers ont été souscrits en marge de la loi et du règlement, que les fonds ont été utilisés dans le cadre du respect des règles de la comptabilité publique. Il y a des pratiques mises en évidence par la Cour des comptes qui jurent avec la réputation, la crédibilité des administrations, en tout cas de l'administration de l'économie et des finances que je connais un peu. Le souvenir que j'ai quand j'y étais, il y a de nombreuses années, j'ai du mal à imaginer ce qui a pu se passer et qui a fait que cette dette a pu être contractée, être utilisée, indûment utilisée, avec la participation ou l'exclusion d'acteurs majeurs. Le rempart que représente par exemple le Trésor public a failli sur beaucoup d'aspects. Mais ce que vous dites est très grave, M. Diallo, parce que quand même, notre administration, surtout la haute administration, vous en êtes un exemple achevé, la haute administration sénégalaise est vantée partout pour être vraiment une administration à cheval sur les principes de rigueur, de qualité de gestion, de gouvernance. Si peut-être bon, ça, dans une période donnée, on s'en aperçoit, peut-être que l'administration à laquelle vous appartenez n'est plus la même. Ah non, je dois dire que je ne la reconnais pas et je suis surpris parce que moi, je dois dire rapidement pour que vous puissiez comprendre mon sentiment. Moi, ma carrière, je l'ai faite à collecter des impôts à Pékin pour l'État, pour la mairie de Dakar. Je sais ce que ça coûte de prélever des ressources, de faire du recouvrement. Auprès des citoyens. Ouais. J'ai fait passer du temps à mobiliser les financements extérieurs, bilatéraux, multilatéraux, en période d'ajustement structurel pour qu'on paye les salaires de fin du mois, qu'on alimente les hôpitaux, qu'on paye les bourses à l'université, que les courses fonctionnent au mois, le mois. Ce n'était jamais gagné d'avance. J'ai été témoin, j'ai participé dans ce processus et je sais ce que ça valait. Mais c'est un travail d'arrache-pied. Et ce travail, je pense que je ne peux pas ne pas, pour donner une référence explicite, parler de
la fin de l'ajustement structurel après la dévaluation du franc CFA En 94 en 1994, quand le Sénégal est revenu à une viabilité financière après des sacrifices de plus d'une vingtaine d'années, il y a une marque que ça a laissée. Et je me rappelle l'ancien ministre du budget, qui était mon patron, Lamine Loum. Oui, que nous saluons au passage. Que je salue au passage et je présente mes respects. Il nous a, à une réunion de coordination du ministère, dit il faut qu'on réfléchisse aux 20 dernières années et à l'ajustement structurel. Il faut que ça nous serve. Les leçons apprises sur comment la culture d'ajustement doit être la valeur fondamentale pour éviter que notre pays retombe dans des situations humiliantes, entre guillemets, comme celle-là. Oui. Il faut que nous en tirions les leçons et que ce soit que notre culture d'administration et l'efficacité de l'administration puisse nous mettre à l'abri. Je constate, avec tout ce qu'on a dit sur la dette cachée, et la manière dont beaucoup de choses qui y sont rattachées sont évoquées, qu'on n'a pas l'administration. L'administration ne s'est pas améliorée, malgré toutes les réformes avec l'UMOA et tout ce qu'on a mis, les cadres budgétaires, toutes les réformes dont on parle. La vulnérabilité de notre dispositif a été mise en évidence avec cette dette cachée et je pense qu'il y a un besoin de réformes extraordinaires. Et c'est au niveau institutionnel, je dois dire. Oui, bien sûr. Vous avez, le rôle de l'Assemblée nationale doit être revu. On parle de contrôle. Ce rôle de contrôle est vidé de son sens parce que l'Assemblée nationale ne contrôle pas grand-chose. Il y a un article de la loi de finances qui autorise le président de la République à emprunter à concurrence d'un montant. L'Assemblée nationale n'a aucun moyen pratique, ne s'est pas doté des moyens pratiques pour surveiller et même périodiquement et contrôler. Dans beaucoup de pays, quand l'État emprunte, c'est soumis à ratification de l'Assemblée nationale. Au Sénégal, on n'a pas cette ratification. Le président de la République ou l'exécutif peut emprunter sans que qui que ce soit en mesure de vérifier qu'ils sont près de la limite, en dessous de la limite, et que les conditions dans lesquelles ils empruntent sont acceptables, ne sont pas acceptables. Et je pense que sur le plan institutionnel, il y a des choses à voir avec l'Assemblée nationale. Mais cette étape, elle est en amont ou en aval? Elle est en amont et elle devrait être en aval aussi. En aval aussi, parce que bon, il y a le contrôle. L'autorisation, quand elle est donnée au moment où la loi est votée, il y a un contrôle en cours d'exécution. Maintenant, on fait des rapports trimestriels d'exécution budgétaire. Il y a même un bulletin qui devrait sortir sur la dette publique. C'est des moyens par lesquels le public, auquel l'État est redevable, et les institutions publiques devraient se soumettre pour que, j'allais dire, on puisse, après avoir donné l'autorisation, contrôler. Le seul contrôle qui est juridictionnel, c'est celui de la Cour des comptes, mais après exécution du budget. C'est trop tard. Alors, donc, s'il y a cette absence, disons, de procédure de vérification et de contrôle, ça affaiblit à la limite même toutes ces instances que vous avez connues et auxquelles vous avez contribué peut-être à fortifier. Mais chemin faisant également, on a comme l'impression peut-être que une part de l'administration est en train de dégringoler. Et il faut tirer le haut là. Je suis tout à fait... Ça, c'est ce que je constate et observe. Si vous prenez le temps de passer en revue le rapport de la Cour des comptes, il y a des choses qui y sont décrites. Je dois dire, j'ai du mal à croire que ça ait pu se faire. Et vous donnez crédit à la Cour des comptes pour ce qu'elle dit? Oui, en tout cas pour le narratif, les exemples qu'ils ont donnés, et il y en a un grand nombre significatif. Je ne parle pas de tout. Mais l'impression que ça donne, c'est que sur ce qui est significatif, on a presque, j'allais dire, on a contourné les services publics, notamment du Trésor public, dans beaucoup d'opérations. Les autorités politiques se sont immiscées dans des fonctions administratives, parce que moi, quand j'étais directeur des investissements, j'étais ordonnateur de budget d'investissement, délégué du ministre. Le ministre ne se mêle pas de transactions financières. Il se met au-dessus. On lui rend compte, on agit en son nom et de temps en temps, il autorise, supervise et on lui rend compte. Mais la manière dont c'est décrit, c'est des actes. Il y a des comptables de fait, des gens qui ne sont pas comptables mais qui agissent en comptable, qui ne sont pas de l'ordre des comptables. Il y a des procédures qui sont contournées, des comptes qui sont ouverts, qui sont alimentés par des ressources dont l'origine n'est pas explicite.
sur lesquels le comptable n'exerce aucun contrôle. Des dépenses sont faites sur des comptes de dépôt sur lesquels, sous le contrôle de comptables publics, qui ne sont pas mis dans la situation de contrôler la nature des dépenses qu'on leur demande de faire, ni l'origine des fonds qu'ils mettent dans des comptes chez eux. Je pense que ça, c'est l'aspect peut-être le plus flagrant. Il y a un autre aspect qui me paraît, dont on ne parle pas assez, c'est la dette bancaire. Dans cette fuite et ce besoin d'aller chercher l'argent en dehors de toutes les règles, le système financier, les banques locales au Sénégal, personne ne veut en parler de manière approfondie, elles ont été les principales sources des dérapages dont on est en train de parler. Mais, M. Diallo, mais à l'intérieur de l'État, il devait y avoir des contre-pouvoirs pour arrêter un peu les abus, justement, d'un certain nombre de services ou bien peut-être de profils qui sont détenteurs d'un pouvoir. Oui, je pense que c'est là que la question de l'administration publique, dans son rôle de service de l'État et de respect des règles de son indépendance, son autonomie, se joue. S'il n'y a pas de... Si les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires ou les fonctionnaires en général ne sont pas soumis à l'autorité de la loi et ont un esprit de service de l'État et de leur pays, et que le loyalisme, ou en tout cas la loyauté politique ou les affiliations politiques jouent au niveau de prise de décision au détriment de la loi et du règlement, c'est des choses comme celles-là sont susceptibles de se passer. Deux petites questions, parce que moi je suis un peu saisi d'émoi par ce que vous venez de décrire. Le Fonds monétaire international s'immisce dans le débat public, ce qui n'était pas le cas quand vous étiez justement aux affaires. On a comme l'impression peut-être que de ce point de vue-là aussi, il y a eu un changement d'échelle. Que le fonds arrive, ils sont connus, ils sont su, on les voit dans les rues, on les voit peut-être dans certains cercles. Ils participent même au débat national. Est-ce que c'était ça l'objet, parce qu'auparavant, ils étaient discrets. Qu'est-ce qui explique que peut-être ça change de nature un peu quand ils arrivent dans un pays pour les interventions ou les... Ce qui l'explique, c'est une institution qui était secrète, je dois dire. Parce que moi, j'y ai fait un stage bien avant et je me rappelle que pour y entrer et même pour avoir des informations, c'était compliqué. Mais le monde a changé. Il y a un problème de redevabilité globale, il y a des normes de gouvernance auxquelles toutes ces institutions sont soumises. Et aujourd'hui, il y a un problème de ce qu'on peut appeler c'est un peu l'image. Il y a un problème d'image. Le Fonds monétaire a un défi à relever dans certaines circonscriptions, dans certaines parties du monde, compte tenu du passé dont je vous ai parlé. L'ajustement structurel et l'image du fonds n'a jusqu'ici pas pu être revue et améliorée pour être acceptée. Ce qui fait que dans un souci de communiquer, pour essayer de répondre, maintenant vous avez chaque semaine, vos collègues à Washington, il y a une conférence de presse, il y a une directrice de la communication qui dit voilà où on est et les gens posent des questions, surtout. Donc on est obligé de répondre d'une manière ou d'une autre. Oui, je l'ai suivi. Et l'opinion, et c'est standard, c'est une politique, ça se passe toutes les semaines. Donc dans les pays aussi, vous avez une opinion publique qui ne peut pas se suffire de ce qu'on est en train de dire. Malheureusement, beaucoup de choses se disent qui ne sont pas tout à fait avérées, mais il y a des soucis, les gens sont soucieux de savoir comment se fait-il que le pays ne puisse pas avoir un programme avec le Fonds monétaire. Ils nous empêchent, c'est eux, c'est le... Non. Et je pense qu'il y a j'allais dire, il y a des choses à ramener dans l'ordre, dans un souci de responsabilité et peut-être même de souveraineté, parce que la souveraineté commence par assumer les responsabilités qu'on a. Si notre pays n'est pas géré d'une manière qui lui assure sa stabilité, sa viabilité et qu'on a des difficultés, on doit trouver une solution. Le Fonds monétaire a été créé et est disponible. On est membre du Fonds monétaire parmi les 191 pays membres. On en est un. Les services du Fonds sont disponibles pour nos pays. Nous pouvons choisir ou ne pas choisir, mais nous avons la responsabilité de trouver une solution. Et si nous cherchons une solution, il vaut mieux la trouver rapidement et la trouver de manière explicite et transparente. Autrement dit, à l'interne. À l'interne. Il n'y a rien d'exclu parce que le Fonds monétaire peut venir en mission de consultation. Vous leur dites, on n'a pas besoin de vos ressources, on n'a pas besoin de programme. Voilà ce que nous envisageons de faire. Et puis bon, si vous avez des avis, des commentaires et peut-être même une assistance technique pour nous aider à faire une évaluation des recettes qui sont projetées,
sur, par exemple, certaines choses qui ont un caractère technique sur lesquelles nous ne sommes pas peut-être très bien équipés, où nous avons des doutes, où nous avons besoin d'un avis indépendant. Vous faites le tout et puis vous dites merci. L'équipe rentre à Washington, le conseil d'administration n'a rien à y voir, et puis le pays reste soumis à l'article 4 annuel, et le pays se gère tout seul. Et c'est le cas de 100 et quelques pays au monde, hein, dans des pays où on ne parle pas du Fonds monétaire, même en Afrique. Un pays comme le Ghana, le Nigeria et d'autres, parler du Fonds monétaire, c'est un révélateur des insuffisances, oui, du pays et des hommes politiques qui gèrent le pays en ce moment-là. Il y a une question d'orgueil aussi. Exactement. Il y a d'orgueil, mais je pense que si on ramène les choses en l'endroit, c'est de se rendre compte qu'on a des difficultés. C'est pour ça que le Fonds monétaire est là. Puisqu'il est là, on doit discuter et on a besoin de ses ressources et on a besoin de son influence, de son effet, j'allais dire, de signalement qu'on fait de bonnes choses et on est en train de trouver des solutions à nos problèmes. Voilà, nous avons fait le tour, mais nous n'avons pas évacué toutes les questions liées effectivement à ce sujet qui est extrêmement dirimant, très délicat, mais en même temps aussi très actuel. C'est-à-dire les rapports que nous pouvons entretenir avec les institutions de Bretton Woods, mais en même temps aussi les compétences internes qui peuvent réfléchir de façon autonome pour assurer sans doute un égal bonheur pour l'ensemble des citoyens et surtout avoir un standing quand on se présente devant ces institutions pour obtenir soit des prêts, soit des faveurs, ou soit des prêts concessionnels, comme l'a dit notre invité, un expert de la question, mais aussi qui a vécu la réalité sénégalaise au niveau des institutions les plus élevées, c'est-à-dire au ministère de l'économie et des finances, mais aussi qui a vécu ces mêmes réalités au niveau de la Banque islamique de développement à Jeddah et à Washington aussi, en jonglant avec le Fonds monétaire et la Banque mondiale. M. Diallo, merci beaucoup. Merci, M. Ndiaye. Nous avons le plaisir sans doute vraiment de beaucoup encore revenir sur ces questions prochainement avec un autre invité. Mais pour l'instant, c'est Abdoulaye Ndiaye et les jeunes Dramé qui ont assuré effectivement la partie technique de cette émission. Au revoir et à dimanche prochain.